autre Jérémy, au patronyme Luc, Jérémy Perelman, qui va nous parler donc de penser la pratique, théoriser le droit en action, des limites juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques en droit. Merci beaucoup Antoine. Donc je tiens à remercier Antoine, et Jérémy Vanderbeck pour m'accueillir aujourd'hui pour votre présence. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être ici pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en tant que Français ayant vécu plusieurs années aux États-Unis, qui essayait un peu de suivre et de voir ce qui se faisait en Europe en termes d'approche à la fois interdisciplinaire et critique du droit par rapport à celui que j'avais appris en France, et donc j'avais suivi un peu le séminaire et la revue avec plaisir et avec intérêt. Et c'est d'autant plus vrai depuis mon retour en France, à l'école de droit de Sciences Po, qui est dans des endroits où on essaie de mettre justement ce genre d'approche interdisciplinaire à l'honneur. Donc je vous remercie vraiment d'avoir venu ici cette notion d'interdisciplinarité, de dans un contexte. C'est le sous-titre de notre revue, mais à la fois familière et pionnière dans un certain sens dans le contexte européen, notamment en France. Et une autre raison pour laquelle je suis ravi d'être ici et que je viens ici preneur de vos retours, de vos lectures sur ma présentation qui va être beaucoup plus humble au niveau de l'érudition, qui va aussi tenter de parler de la mise en place d'un programme pédagogique et d'essayer de tirer quelques réflexions sans grande prétention théorique sur la manière dont l'enseignement clinique du droit peut permettre de dégager quelques notions, quelques pistes sur la pensée par cas, ou sur la notion de pensée par cas, et comment on peut même extrapoler quelques notions de nouvelles frontières épistémologiques du droit, ou en droit, ou sur le droit. À partir de cette expérience, il y aurait eu des gens qui auraient pu parler de ça beaucoup mieux que moi, des théoriciens du droit, je ne suis pas, donc je n'ai aucun rapport avec Chaim Perelman, je le précise. Des gens qui s'intéressent à la formation des juristes et qui sont vraiment le doyen de l'école de droit français, quelqu'un qui se spécialise là-dessus. Je renverrai d'ailleurs souvent dans la présentation à son ouvrage La cuisine du droit, ainsi qu'un ouvrage qu'il a écrit avec Craig Sifaras dans votre revue, qui reprend un peu certains des arguments, qui parle notamment de la clinique. J'espère une certaine légitimité néanmoins à parler de clinique, dans le sens où j'ai eu la chance et le privilège d'en expérimenter une en tant qu'étudiant aux États-Unis, puis ensuite de devenir instructeur enseignant de clinique aux États-Unis. C'était assez particulier, c'est une clinique avec des moyens importants, on n'a rien caché, avec un professeur Harvard, ça consistait à un séminaire de préparation, puis à une présence sur un terrain surtout une campagne de droit à la santé, accès au système de santé publique au Canada pendant 3 semaines. J'ai fait ça pendant plusieurs années. C'est une expérience assez particulière qui n'est pas forcément possible de reproduire partout et qui explique un petit peu la manière dont je pense, en tout cas, que l'on peut penser par cas à partir de l'expérience clinique et de son enseignement. Ces précisions étant faites, donc je viens aux quelques réflexions que je vais essayer de présenter devant vous. Je remercie Jérémy aussi pour sa patience, parce qu'au cours de nos échanges, je lui ai dit plusieurs fois, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Et mon excuse est justement, c'est une des difficultés de penser par cas à partir de l'enseignement clinique du droit, et on en a un peu discuté lors du déjeuner, et le temps que ça prend, et la présence constante dans l'action, dans le contexte qui demande en fait de s'extirper de temps en temps, de prendre de la distance pour essayer de penser à ce qu'on fait dans cette pratique et cette expérimentation clinique, et donc je vous remercie vraiment pour l'occasion d'essayer de réfléchir avec vous. Mes réflexions sont articulées en 2 temps. Tout d'abord, et en partant du constat qui nous unit aujourd'hui, de l'idée que le droit est en mouvement et que son enseignement évolue, et que la notion de learning by doing, je reprends votre introduction du thème, quelle formation et quel droit, quelle recherche, quelle chose, c'est pas dans un ordre, mais semble faire partie des cliniques, semble faire partie de ces
innovations qui sont un petit peu à la mode. Donc il s'agit d'apporter quelques éléments à la fois théoriques et historiques sur une version, une approche qui a présidé à la création d'une clinique au sein de l'école de droit de Sciences Po, école qui est elle-même une innovation, une institution relativement nouvelle et innovante, et autour de laquelle se sont cristallisés beaucoup de débats sur la formation des juristes en France, pas forcément parce que c'est Sciences Po, mais parce que c'est un projet un petit peu différent. Donc je vais parler un peu du contexte de la clinique au sein de l'école de droit, et aussi des inspirations qu'elle a pu prendre ailleurs, notamment aux États-Unis. Dans un second temps, si j'ai le temps, j'essaierai de proposer quelques pistes sur différentes manières possibles de conceptualiser ou d'approcher, d'interpréter les liens entre clinique et recherche. C'est partie du thème général de votre séminaire. Ou encore d'explorer la question de savoir comment l'innovation pédagogique que représente l'expérimentation clinique peut-elle ouvrir différents espaces et différents niveaux de recherche, espaces que je tenterai ici d'identifier, mais sans aucun cas tenter de les catégoriser de manière définitive, systématique, et enfin de proposer quelques réflexions sur les nouvelles frontières épistémologiques que ce type de pensée par cas peuvent représenter. La notion de nouvelle étant évidemment relative au contexte, je pense au contexte français évidemment tout d'abord, et ces réflexions sur les nouvelles frontières épistémologiques, les nouvelles frontières en matière de validation de la connaissance, du droit, bien sûr, et appel à être débattu, commenté, modifié par ceux qui pratiquent l'enseignement clinique, et bien sûr ceux qui l'observent, dont vous, bien évidemment, aujourd'hui. Donc, tout d'abord, parler rapidement de la genèse d'une clinique du droit, celle de l'école de droit. Dans l'école de droit, encore une fois, je m'en remets à Christophe Jamin, qui explique un petit peu le cheminement qu'elle a fait, l'école de droit de Sciences Po. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que les cliniques ne sont pas propres uniquement à Sciences Po. Il y a des cliniques qui naissent un petit peu partout, en ce moment, en tout cas en France. Chaque mois, à peu près, il y a une nouvelle clinique. Il y a un réseau francophone de cliniques qui vient de se créer, sous l'égide de la faculté de la clinique des droits fondamentaux de l'Université de Caen, et un réseau qui est maintenant en ligne, vous pouvez les consulter. Donc ça bouge. Il y a des cliniques, et la clinique de l'école de droit de Sciences Po n'est pas la seule, loin de là. Une première chose, et au-delà de la France, il y a bien évidemment un mouvement global. Il y a un ouvrage qui s'appelle le Global Clinical Movement et qui parle du développement des cliniques à l'échelle globale. Néanmoins, en tout cas en France, il y a une tendance, et j'étais à la première des réunions de l'enseignement clinique en France, il y a une notion à la fois dans nos conversations et dans nos écrits à faire référence aux États-Unis. On connaît l'influence de formation des juristes américains, même s'il est concurrencé et il est en crise en ce moment. Mais en tout cas, en France et surtout à l'école de droit, il est évident qu'il y a eu un détour, du moins conceptuel, intellectuel, par les États-Unis au moment de penser à la fois l'école de droit de Sciences Po et la clinique en son sein. Donc, l'idée de tirée des États-Unis est celle du réalisme juridique, pensé par cas tel que proposé par le courant réaliste américain, qui distingue donc le droit des livres du droit en action, c'est la formule de Roscoe Pound, et plus particulièrement une vision d'un auteur réaliste, celle de Jerome Frank. Jerome Frank critique en son temps la méthode du case method de Christopher Langdell, qui est alors prisé dans les facultés de droit américaines. Le case method est censé rendre pratique, grâce à la méthode socratique et inductive du professeur de faculté qui s'applique à des décisions de juridiction supérieure que l'étudiant étudie en bibliothèque, des principes d'essence cohérente et scientifiques que le professeur arrive de manière inductive à articuler en système. Donc Jerome Frank suggère que ce n'est pas la bonne manière de former le juriste, et il suggère d'intégrer véritablement l'apprentissage théorique et pratique au sein même des LOS, au sein même de ce qu'il appelle les facultés de clinique juridique. Dans ces facultés, on n'apprendrait pas uniquement donc le droit dans les livres, qui est enseigné par les professeurs, qui donnerait une vision incomplète, et ne permettrait pas de bien former les juristes selon Jerome Frank. Les cliniques dont il parle ne portent pas sur des cas de jurisprudence qui seraient étudiés rétrospectivement, mais sur des cas bien réels et concrets. Monsieur X vient voir les étudiants qui sont supervisés par un
un enseignant praticien. L'étudiant appréhende rencontre ces cas bien réels à travers des outils théoriques et pratiques qui sont issus du droit, mais également, c'est important de le noter, d'autres disciplines. Donc plutôt que des pans d'une science qui serait acquise par des méthodes inductives et pratiques du case method et apprise dans le casebook du professeur, l'étudiant plonge dans des cas réels et voit une réalité qui apparaît confuse, subjective, indéterminée, contradictoire, désordonnancée, si l'on veut. Et il acquiert à travers une expérimentation qui est encadrée, donc il expérimente, il est encadré par un enseignant qui est praticien également. Il acquiert des réflexes analytiques, des modes de raisonnement, des matrices argumentatives, des grilles de questionnement. Donc Jérôme Franck est un praticien, il cherche à mieux former les juristes, il y a un objectif pédagogique. Mais il y a, et Christophe Lamain, et j'ai écrit récemment quelque chose qui interprète ça de la même manière, il y a vraiment un projet intellectuel, un vrai projet intellectuel dans les écrits de Jérôme Franck, enfin du moins on peut l'interpréter ainsi. Il attaque l'idée de science abstraite et doctrinale du droit enseigné, non pas à travers les manuels chers aux facultés de droit françaises, mais à travers le case method, le case book, et essaye de permettre d'appréhender, de mettre en lumière les contextes, les structures, les subjectivités économiques, sociales, idéologiques, politiques, celles qui sont visibles, celles qui sont moins visibles, dans lesquelles s'inscrit la pratique désordonnée donc, du droit. Donc elle vise ainsi à remettre en cause la clarté des textes et des principes abstraits objectifs, l'univocité de leur sens, ou encore la déterminabilité des concepts juridiques, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, ce sont les idées de Jérôme Franck, on peut les interpréter du moins ainsi. La réalité, ces idées en pratique ont été peu suivies. Les cliniques ont vraiment refait surface aux États-Unis dans les années 1960-70 dans un contexte assez particulier, celui notamment de la guerre contre la pauvreté dont on parlait de Johnson et du financement par l'État-providence de Lyndon Johnson de services juridiques d'aide plus démunis. Dans un contexte de manque de prestataires, un contexte de tension sociale et raciale aux États-Unis, et les cliniques apparaissent pour venir former des juristes qui iront aider les plus démunis, mais elles-mêmes aussi, l'État sous-traite à ces cliniques la provision de ces services juridiques gratuits, supervisés par des enseignants. Alors il y a différents modèles, il y a celui donc du legal aid, de l'aide juridique gratuite pour le cas individuel, des consultations. Peu à peu, le barreau va même autoriser la représentation de ses clients devant certaines définitions importantes, directement supervisées par l'enseignement, souvent les praticiens viennent traiter des cas individuels. Il y a aussi des cliniques qui prennent le modèle de ce qu'on appelle strategic litigation, au lieu ou en même temps de traiter des cas individuels. On essaie d'identifier des cas qui sont portés au contentieux par la clinique afin de permettre de débloquer certains blocages de l'État-providence américain. Ça existe dans certaines lances de délit aux États-Unis. Certains, enfin, ont une vision encore un petit peu plus radicale autour de notions de justice sociale et de critique sociale, visant à subvertir, voire à transformer le status quo juridique, politique et socio-économique à travers une mobilisation résolument politique et politisée du droit. Je fais référence ici à l'approche de Gary Ballow, qui était un professeur à Harvard et qui a créé une clinique qui était relativement indépendante de la faculté et qui combinait donc la réflexion de personnes qui ne pouvaient pas se payer un avocat, donc une consultation intellectuelle, avec ce qu'on appelle le law and organizing droit et la mobilisation militante. Donc les étudiants apprenaient parfois à identifier des cas qui pourraient peut-être porter en contentieux, mais pas forcément, mais plutôt organiser des modes d'action militants, des campagnes, des boycotts, des lobbies, autour de ces cas particuliers, afin d'apporter une certaine vision de la justice sociale. De manière importante ici, Gary Ballow, qui a écrit un ouvrage qui expliquait sa méthode, faisait intervenir d'autres disciplines dans ses enseignements, la psychologie cognitive, l'analyse économique, la sociologie, la rhétorique, ou encore les études de critique littéraire, on en a parlé tout à l'heure, ou les théories de la communication. Donc l'étudiant du tel clinique était amené à développer une perspective critique sur la pratique du droit et en particulier sur les relations de pouvoir qui peuvent exister entre l'avocat qui articule les demandes de son client à sa place et le client lui-même. Et donc l'étudiant lui-même mis dans cette posture-là. Les avantages mais également les limites de la mobilisation du droit et notamment du contentieux comme instrument de changement social.
ou encore les effets structurants et hiérarchisants des institutions, des codes professionnels du juriste et de l'approche formaliste et individualiste qui le caractérise. Voilà, ça c'est l'approche de Gary Bellow. Elle est relativement marginale. Il y a quelques cliniciens aux États-Unis qui s'en sont réclamés pendant longtemps, qui s'en réclament encore. Je pense à Lucy White à Harvard, à Ferry à UCLA et à Miami de Volney. Il y a plusieurs exemples. Mais cette approche, c'est important, reste à la marge. On a aujourd'hui une explosion des cliniques aux États-Unis. Pour donner un exemple évidemment assez particulier, à Harvard, il y a aujourd'hui 30 programmes cliniques. Les inscriptions dans les cliniques ont augmenté de triplé dans les 3 dernières années. 77% des étudiants à Harvard passent par l'équivalent d'une clinique qui peut être soit interne, soit client, soit externe. On travaille au sein d'une association, institution qui elle-même travaille avec des individus. Je reviens dans la version écrite sur les évolutions des cliniques, les raisons, la crise de law school et le développement des cliniques qui ne viennent pas évidemment de l'approche de Gary Bellow, mais qui sont des cliniques relativement professionnalisantes. Il y a une pression des clients sur les cabinets d'avocats et donc les cabinets d'avocats sur les facultés pour qu'elles forment des juristes qui soient déjà très professionnalisés, très formatés, prêts à opérer la RP, plutôt que d'avoir à les former pendant un an aux frais des clients dans les law firms. Donc ça, c'est une évolution relativement récente. Alors, dans un contexte plus français, Christophe Jamin parle dans un article récent paru au Dalloz du fait que les cliniques, je vais parler rapidement des États-Unis, mais elles ont déjà été évoquées en France au début du XXe siècle, et il cite notamment Brissot et Bonnecaze qui parlent un petit peu de la même idée que Jérôme Franck. Brissot propose la création d'écoles pratiques du droit intégrées à l'université au début du XXe siècle. La consultation gratuite sous la supervision d'un enseignant, l'expérience qui fera apparaître le contraste entre la réalité mêlant fait et droit d'une part et les principes abstraits et séparés en branches appris dans les manuels d'autre part, ou Bonnecaze qui à Toulouse prône un enseignement clinique axé sur la jurisprudence ainsi que sur des cas réels et non rétrospectifs au sein des facultés encadrées par les professeurs. Il y a une certaine analogie qui est faite avec les études de la clinique qui ont également emprunté au cursus médical. Et l'idée qu'au lieu d'avoir un savoir encyclopédique sur toutes les branches du droit, pendant le cursus de formation, on s'intéressera et on approfondira des cas où viendront se mêler différents champs du droit, comme ils viennent se mêler différents aspects psychologiques, pathologiques de la médecine. Ces idées existent, elles sont oubliées, comme on en a parlé tout à l'heure, avec l'apparition des travaux dirigés qui sont censés venir appliquer de manière relativement pratique, mais appliquer quand même les principes qui sont énoncés par le professeur de droit dans la faculté. Et l'idée de clinique refait sur place, à peu près il y a une dizaine d'années en France, autour des débats intenses autour de la formation des juristes. Il y a plusieurs raisons qui parlent dans la vision du droit des débats français contre la formation des juristes. Ces débats se sont notamment articulés autour de la création d'une école de droit à Sciences Po qui permet à ces étudiants de passer le barreau. C'était un grand débat, une grande révolution. Mais déjà avant la création de l'école de droit, il y a eu notamment Stéphanie Hénac-Gaucher et Pierre Roman qui ont parlé d'un article pour l'enseignement clinique du droit, parce qu'on réfléchissait déjà à réformer l'enseignement du droit en France au-delà de et avant Sciences Po. L'école de droit de Sciences Po, essentiellement un projet qui est réalisé par des universitaires déçus par le formalisme qui règne dans les universités, les facultés de droit français, se veut contre une approche dogmatiquement doctrinale d'une science juridique, donc il ne serait possible d'appréhender et d'apprécier d'appréhender la cohérence interne, analytique et normative uniquement à travers les rationalisations et les catégorisations abstraites issues des écrits de professeurs de droit. On a ici une approche résolument réaliste, au sens du réalisme juridique, du droit et de son enseignement. On a une formation qui est résolument non doctrinale et ne s'attache pas à reprendre, à faire un apprentissage de la totalité des branches du droit, mais fait place à des cours à la fois fortement interactifs sur des objets fondamentaux, pour mettre en place des grilles de lecture, des réflexes analytiques plutôt qu'un savoir encyclopédique. Et il y a également un décloisonnement des études juridiques, une prise en compte du contexte à travers deux types d'enseignements. Tout d'abord des enseignements à la fois théoriques, dans le sens théorique du droit notamment, pour penser le droit plutôt que d'en apprendre à l'ordonner,
des enseignements pluridisciplinaires dans le sens non juridique du terme, donc à la fois les enseignements de type law and economics, law and literature, droit et économie, droit et développement, mais aussi pluridisciplinaires dans le sens pur, c'est-à-dire des cours d'histoire, des cours de philosophie, des cours d'économie, pris de manière relativement sérieuse et non pas uniquement instrumentalisés par le droit. Deuxièmement, à part ces enseignements, disons, théoriques assez particuliers, un enseignement en contexte ou en action qui est dispensé dès le début du cursus. Je précise que l'école de droit de Sciences Po se passe au niveau du master. Donc les étudiants ont déjà fait 3 ans de Sciences Po, formation généraliste, ou de droit ailleurs en faculté, ou des étudiants qui ont fait 3 ans d'école d'ingénieur ou autre chose qui viennent nous rejoindre. Donc les enseignements en contexte, ce sont les ateliers qui sont enseignés par des professionnels qui viennent raconter ce qu'ils font, les moot courses, les simulations, et enfin d'une clinique dont je vais parler désormais. La clinique, donc on a une clinique à Sciences Po, on a décidé de garder le terme une clinique, on a 3 programmes, on a résolument de ne pas les séparer formellement parce qu'on veut qu'il y ait une interaction à la fois sur l'organisation mais sur le fond aussi entre les 3 programmes. Il y a un programme accès au droit. Les étudiants sont essentiellement placés dans des terrains qui sont ceux de des maisons et des justices de droit par les 3 maisons de justice et de droit parisiennes qui sont gérées par le Conseil départemental d'accès au droit, d'intérêt public, qui permet en fait la coordination de services de consultation juridique gratuite à Paris. Les étudiants, après, on a eu un partenariat avec ces maisons de la justice et du droit. Ils travaillent aussi auprès du défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante, et depuis cette année, ils ont accès à un traitement de vrais dossiers. Et ils travaillent aussi au sein d'une petite association auprès du surendettement des particuliers. Le deuxième programme est un programme de responsabilité et innovation sociale des entreprises, où là, les étudiants travaillent à titre gratuit pour les entreprises qui cherchent à développer des outils de responsabilité sociale, des PME ou des entreprises plus grandes qui essayent de développer des mécanismes de reporting en matière de droits de l'homme ou des reporting extra-financiers. On travaille aussi avec des institutions telles que le barreau de Paris qui nous demande des recherches relativement appliquées sur la notion de responsabilité sociale dans les cabinets d'avocats, au sein du barreau de Paris par exemple. Un troisième programme qui s'intitule en anglais Human Rights Economic Development and Globalization parce qu'il y a une question un petit peu plus transnationale. On travaille notamment avec un partenariat avec certaines cliniques américaines. Et là, c'est essentiellement un travail de soutien à des ONG, des organisations non gouvernementales, etc. Chaque programme est assez particulier, il y a une vision, une organisation différente, mais il y a un socle commun. Le socle commun est le suivant. Il y a d'abord un apprentissage par l'expérience, une notion de formation par la pratique, experiential learning, comme disent les Américains, qui combine 2 choses. Tout d'abord, un travail de terrain, donc, qui est effectué à travers ces partenariats que j'ai rapidement évoqués, avec des acteurs externes à l'université, parce qu'à Sciences Po, on n'a pas de locaux pour recevoir des gens, donc pour les étudiants, on a des partenariats avec des ONG, des groupements d'intérêt public, des institutions professionnelles, des cabinets, des entreprises. Et la particularité, c'est le cas dans beaucoup de cliniques encore aux États-Unis, même si, comme je l'ai dit, c'est en train de changer, je l'ai peut-être pas fini de le dire, c'est sur des projets qu'on qualifie d'intérêt général, l'accès aux droits, les droits de l'homme, la responsabilité sociale. Les cliniques aux États-Unis, de plus en plus, prennent des formes très très professionnalisantes. Il y a des cliniques de négociation contractuelle, des cliniques qui n'ont plus rien à voir avec la notion qu'une clinique est là un double objectif fondamental normalement, qui est celui de la formation pédagogique innovante, apprendre par l'expérience, et d'une contribution sociale. C'est au droit, on peut aller jusqu'à Gary Bello, on peut aller sur quelque chose de beaucoup plus nuancé politiquement, comme l'accès au droit aux personnes les plus démunies. Le deuxième élément, donc ces travaux de terrain, le deuxième élément, c'est l'apport d'éléments théoriques, toujours dans le sens non doctrinal du terme, déontologiques et pluridisciplinaires au sein de cours cliniques. On a 3 cours cliniques qui accompagnent ces projets de terrain. La pluridisciplinarité, j'insiste un petit peu, c'est important. On a pris le pari de faire travailler au sein de 2 des cliniques, la responsabilité sociale et la clinique de droits de l'homme, le programme de droits de l'homme et le programme de responsabilité sociale, des étudiants de l'école de droit de Sciences Po, ainsi que des étudiants on a une école d'affaires internationale,
On a aussi un master en affaires européennes, on va bientôt faire travailler des étudiants dans une de ces perspectives. Et là, l'idée, ça rejoint vraiment une idée de fond qui est croiser les regards, croiser les perspectives, croiser les disciplines. On fait travailler des étudiants, on essaie de les mettre en petites équipes de 2-3 étudiants, et on essaie de, dans la mesure où c'est possible, de faire des tandems entre des étudiants juristes et des étudiants non juristes sur certains thèmes où la pluridisciplinarité semble vraiment importante quand on demande à des étudiants de travailler sur des questions d'études de droit d'impact, d'études d'impact au droit de l'homme sur la transparence minière en République démocratique du Congo. On a la chance de travailler sur un projet comme ça. La perspective de la personne qui a étudié en affaires internationales et celle du juriste se croisent relativement bien. Même si on expérimente vraiment chaque année. Les cours dont je parle ont pour objectif d'offrir aux étudiants des outils pratiques qui sont directement adaptés aux travaux de terrain en cours, dont le syllabus, le plan de cours change chaque année, il s'adapte aux travaux de terrain, aux partenariats qu'on renouvelle ou qu'on ne renouvelle pas selon l'effectivité à la fois pédagogique et en termes de contribution sociale du projet. Mais ils sont aussi censés, et ça nous amène enfin à amener les étudiants à penser par cas, en mélangeant, alors je précise ici que quand je parle de penser par cas, on ne parle pas nécessairement du cas en tant que décision judiciaire, ni du contentieux ou du conseil juridique donné à un client, mais ici du cas qui est celle de la pratique plus générale de l'argumentation juridique en plus d'un référendum pour les recherches qui peuvent alimenter un rapport des droits de l'homme, différentes sortes de pratiques que ici, pour le bénéfice de l'exposé, je mettrai sous la notion de cas. C'est évidemment discutable, c'est une interprétation. Et ces cours donc essaient d'amener les étudiants à penser, peut-être pas les cas, mais en tout cas penser la pratique, penser ce droit en action, en mélangeant les branches du droit, pour refléter la réalité, le désordonnancement qu'on voit sur le terrain. Ils incluent tous des éléments de réflexion critique qui portent notamment sur les dynamiques qui sont au cœur de la pratique du droit en action et sur l'approche clinique en soi. Donc on essaie de faire réfléchir les étudiants à la relation de pouvoir, à la relation d'expertise qui se crée entre eux-mêmes et les clients dans les maisons de la justice du droit, où on a des étudiants qui vont faire des permanences auprès de France Terre d'Asile, qui travaillent avec des candidats à l'asile ou des migrants économiques qui sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français. La relation de pouvoir, évidemment, c'est quelque chose d'important. Et on en parle aussi des limites de la mobilisation du droit pour le changement social de manière relativement réflexive. Il y a aussi au sein de ces cours, et c'est vraiment intéressant là pour le coup, pour penser par cas, des sessions de retour croisé d'expérience sur plusieurs cas de terrain. Donc, plutôt que d'avoir des équipes qui sont un petit peu autonomes et qui travaillent, on a des systèmes de tutorat pour chacune des petites équipes qui travaillent auprès du défenseur des droits ou qui travaillent auprès d'une ONG, ont des tuteurs. Alors, parfois ce sont des enseignants, parfois ce sont des praticiens qui viennent pro bono aider les étudiants. Et plutôt qu'ils restent un peu chacun dans leur coin, ils viennent régulièrement au cours du semestre parler et recevoir le retour et les réflexions transversales et croisées d'autres étudiants qui vont dire « Ah ben tiens, moi, dans ma rencontre avec K, avec monsieur X devant à la maison de la justice et du droit, est venu exactement ce problème et récurrent, et ce que tu me dis par rapport à ce que tu as vu au sein du défenseur des droits me parle, on peut en parler, on peut comparer les expériences, on peut identifier des thématiques communes relatives à la mise en application de normes, de principes, de stratégies juridiques, aux formes particulières qu'elles prennent, aux résistances qu'elles rencontrent dans la pratique de ces terrains. Un autre exemple, au sein de la clinique programme responsabilité et innovation sociale des entreprises, les étudiants parlent dans différents terrains d'essayer de mettre en place des outils de soft law en matière de responsabilité sociale des entreprises, et ils racontent comment ils se sont confrontés. Alors, ils ont dû adapter des normes, par exemple, développées par John Ruggie, les principes sur le droit de l'homme et l'entreprise. Ils ont dû adapter ça au vocabulaire du risque, plutôt que les principes des droits de l'homme, du risque, parce qu'il est vécu comme tel par les directeurs d'entreprise. Ils ont dû parler dans un langage dans lequel le directeur financier allait pouvoir comprendre qu'il s'agissait ici peut-être de compliance plutôt que de droit de l'homme. Donc ils parlent un petit peu de la manière dont les normes qui sont imaginées, expliquées en principe, vivent et parfois sont résistées par les acteurs, notamment les acteurs économiques dans les cliniques dans lesquelles nous travaillons. Un mot enfin sur la
une notion, j'ai déjà parlé de deux notions que je vais préciser, celle d'une notion plus large, du cas. Je précise juste qu'il s'agit donc, ça peut s'agir de rencontres de personnes individuelles, mais ça peut aussi s'agir de pratiques telles que de la recherche pour un rapport ou du développement d'outils commanditaires de la clinique. Une approche qu'on privilégie au sein de la clinique est celle de faire travailler les étudiants en parallèle où ils développent un travail sur un cas, où ils essaient de développer un outil particulier, de les faire réfléchir en même temps à travers de ce qu'on appelle la recherche appliquée, je vais en parler dans un instant, des éléments de recherche et de réflexion sur l'outil eux-mêmes qu'ils sont en train d'utiliser. Par exemple, les étudiants travaillent sur le développement de normes RSE, responsabilité sociale au sein des entreprises. En même temps, ils ont travaillé sur un rapport consistant à réfléchir à ce que veut dire la RSE, comment elle est comprise, par exemple, au sein du barreau de Paris. Où les étudiants ont travaillé avec les cliniques de Columbia sur des études d'impact en matière de droits humains, sur des projets très concrets, des cas très concrets d'exploitation minière au Congo. En même temps, ils ont travaillé en parallèle avec les étudiants de Columbia sur le développement d'un séminaire qui réunissait des universitaires, des praticiens qui avaient lieu à Columbia pour réfléchir, pour cartographier la pratique de ces Human Rights Impact Assessment. Qui le fait, pourquoi, quelles sont les différentes manières de concevoir ce type d'outils. Les entreprises se conçoivent des intermédiaires, les communautés, les organisations des droits de l'homme qui travaillent avec les communautés en ont une autre approche. Donc on essaie de faire en parallèle cette espèce de recherche qui est en parallèle du traitement de cas. Dernier exemple, France Terre d'Asile, les étudiants font en même temps des permanences juridiques auprès des juristes de France Terre d'Asile et ils ont en même temps travaillé en interviewant des demandeurs d'asile pour développer un projet de recherche empirique sur les conditions de détention administrative pour ces demandeurs d'asile. On essaie de faire ce travail parallèle. Deuxième point important, celui de la professionnalisation. Toute clinique doit se poser la question de la professionnalisation. Les gens appellent les cliniques au titre de la professionnalisation. J'ai parlé de ce qui se passe aux États-Unis. En France, on a cet appel aussi. Beaucoup de praticiens disent il faut faire des cliniques, il faut faire des cliniques, pour des raisons qui sont parfois les mêmes que celles que j'ai évoquées aux États-Unis. Ils reçoivent des étudiants qui sortent de la faculté, ils ont appris en France, on dit, je ne sais pas si on peut dire, faire son droit, maîtriser son droit, et ensuite il y a l'école de formation du barreau, mais qui, pour l'instant, en France, n'est pas vraiment reconnue comme très efficace, et ce sont les praticiens qui doivent finalement former les étudiants, donc il y a cet appel de la part des praticiens. Et la mise en garde, c'est une simple mise en garde, est celle qu'il ne faudrait pas trop, Christophe, Germain et moi sommes bien d'accord là-dessus, il ne faudrait pas trop rapidement tomber dans les cliniques. Il y a certaines cliniques, comme à Montpellier notamment, qui se développent, très professionnalisantes, très techniques, mais ne pas oublier évidemment la notion de contribution sociale, parce qu'il y a aussi une sensibilisation des étudiants à d'autres carrières possibles, c'est une manière de voir les choses, mais aussi les éléments dont j'ai parlé de réflexivité et de perspective critique sur la manière d'opérer l'expérimentation pratique, d'avoir des relations avec une ONG ou avec un client quand on fait une permanence. Et tout ça peut permettre évidemment de formater les futures attentes des praticiens qui peut-être un jour, au lieu de demander que les étudiants soient pré-formatés, pré-professionnalisés d'une certaine manière, demanderont peut-être qu'ils le soient d'une autre. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, j'ai plus de temps. Alors, je n'aurai pas le temps de développer les cliniques, sont un concept en tout cas sur lequel je pourrais parler pendant trop et trop longtemps. Je terminerai juste par dire que dans la version écrite, j'essaie sans systématiser, de parler de trois liens qui peuvent exister entre la clinique et la recherche. Le premier, c'est dans le désordre, c'est celui dont j'ai parlé de recherche appliquée. Donc, ça peut évidemment, c'est les étudiants dont il s'agit, mais c'est également les doctorants qui participent en tant que tuteurs à des projets cliniques, ou évidemment les enseignants qui doivent essayer de tirer de ce qu'on appelle la recherche appliquée. Un rapport qu'on a fait avec Amnesty sur la responsabilité des sociétés mères pour les activités de leur filiales dans les pays en voie de développement en violation des droits de l'homme. Bon, la recherche, elle était appliquée, elle était censée venir informer une proposition de loi qui était débattue, j'espère débattue devant le Parlement, mais elle permet évidemment de réfléchir, il n'y a quand même pas empirique pour les travaux plus théoriques
théorique, et se pose là la question, une question importante de est-ce que toute recherche doit être neutre, ou est-ce qu'on a le danger d'une instrumentalisation par des intérêts particuliers, aussi glorieux soient-ils, aussi nobles soient-ils, lorsque la clinique fait de la recherche appliquée. Le deuxième niveau est celui que Diane Roman et Stéphanie Nel-Rochelle appellent une alchimie qui serait ascendante plutôt que descendante, et ça rejoint un petit peu des thèmes qui ont été dit. On peut apprendre à travers l'expérimentation clinique du droit des choses différentes sur le contenu de la norme. On peut tester des théories juridiques de manière relativement partie. On peut dire des choses sur le droit, sur évidemment ses contradictions, ses incohérences, mais on peut vraiment dire des choses sur le contenu ou la théorie sur les contenus de la norme, sur certaines théories juridiques. Et la troisième approche, qui est une approche un peu plus ambitieuse, que j'essaie moi-même de développer, mais dans un contexte assez particulier de l'expérience clinique que j'ai eue, est celle d'une approche résolument en contexte. C'est l'approche socio-juridique qui est utilisée par la revue qui impose aujourd'hui, et qui peut s'effectuer, j'en parle dans la version écrite, à plusieurs niveaux, mais il y a vraiment cette notion